Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes dimanche et vous le savez très bien, tous les dimanches, c'est l'entretien du dimanche sur Eden Télévision et Diaspora FM. Ce dimanche particulièrement, nous allons aborder une question épineuse, une question importante, c'est une question de sécurité. Eh bien, la menace djihadiste dans notre pays se fait très accrue ces derniers jours. Les populations sont entre peur et inquiétude. Elles se demandent si réellement notre pays peut faire face à cette menace islamiste. Aujourd'hui, nous avons décidé d'en parler sur l'entretien du dimanche avec un expert de la question. Il s'appelle Oswald Padonou. Il est docteur, enseignant-chercheur en sciences politiques et relations internationales. Il est le président de l'Association béninoise d'études stratégiques et de sécurité, membre du réseau d'expertise des Nations Unies sur la réforme du secteur de la sécurité. Avec lui, pendant 52 minutes, nous aborderons le thème « Le Bénin face à la menace terroriste ». Docteur Padonou, bonjour. Bonjour, donc là. Alors dites-nous, je vais vous poser d'emblée cette question. Est-ce que notre pays, le Bénin, est effectivement dans une situation difficile? Sommes-nous vraiment exposés au péril islamiste? Absolument, nous sommes tout à fait exposés au péril islamiste ou au péril terroriste dans la région pour plusieurs raisons. Je pense que déjà, l'actualité que nous avons depuis 2019 avec un certain nombre d'incidents sécuritaires qui ont été occasionnés par les groupes armés terroristes de la région. Et donc notre exposition également, notre position géographique est quelque chose qui nous expose aussi parce que nous avons des pays voisins comme le Burkina Faso, comme le Niger, le Nigeria aussi. C'est vrai que c'est l'est du Nigeria qui est davantage affecté, mais aujourd'hui la menace se déplace également vers l'ouest qui est frontalier avec le Bénin. Donc oui, nous sommes exposés pour de nombreuses raisons et nous avons aussi, il ne faut pas l'occulter, quelques vulnérabilités internes qui peuvent également donc représenter voilà, des facteurs qui alimentent un peu cette exposition à la menace terroriste. Ceci dit, nous avons aussi d'autres capacités, d'autres ressources de résilience qui font que voilà, nous sommes beaucoup moins affectés que d'autres et j'espère que nous pourrons garder ce cap-là à l'avenir. Bon, nous parlerons de tout cela en détail. Ce qui intéresse nos téléspectateurs et nos auditeurs, ce qui m'intéresse également particulièrement, c'est qu'à partir de quel élément précis peut-on vraiment dire que nous sommes en face d'un acte terroriste? Alors la question est très bonne, d'un acte terroriste, parce que ce qui est davantage difficile à définir, à cerner, c'est le terrorisme lui-même, parce qu'il se décline sous des formes très différentes. Mais l'acte terroriste, je pense qu'il y a un socle commun qui permet de l'identifier comme tel. Premièrement, bien entendu, c'est un acte de violence, un acte de force discriminée, disproportionnée, qui vise à semer la peur et qui a aussi, on va dire, un facteur de revendication politique. Donc on n'est pas seulement dans un crime ordinaire, on est dans des crimes, on est dans des situations dans lesquelles il y a une doctrine derrière l'acte terroriste, il y a des revendications politiques, il y a des objectifs politiques, il y a des buts politiques qui peuvent être incompatibles avec nos lois, qui peuvent être incompatibles avec nos choix de société. Le choix, par exemple, quand on est dans un pays comme le Bénin qui pratique une forme de laïcité. Et donc, quand on a des groupes qui ont l'intention, qui ont le programme, qui ont l'ambition d'imposer une certaine pratique d'une certaine religion par la force, oui, on a dans quelque chose qui s'apparente à un acte de nature terroriste. Alors, vous parliez tout à l'heure de doctrine. De quoi s'agit-il exactement? Ah oui, clairement, il y a une doctrine islamiste, comme il y a eu par le passé dans l'histoire, voilà, un terrorisme aussi de source chrétienne avec les croisades qu'on a connues à un certain temps dans l'expansion du christianisme. Donc oui, aujourd'hui, il y a clairement une doctrine islamiste, mais il faut faire absolument attention à distinguer les choses. Voilà, allons-y, docteur. Distinguer les choses, c'est prendre en compte le fait qu'on est dans une imbrication de groupes qui pratiquaient déjà des activités criminelles, le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains, vous savez, tout ce qui concerne l'immigration irrégulière ou l'immigration illégale des pays d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique de l'Ouest, pour être plus précis, vers l'Europe. Ça passe par le Sahel, ça passe par la Méditerranée. Donc il y a tout un
ensemble tout un réseau de trafic qui a pris possession d'un certain nombre de territoires dans notre région et qui leur permet donc de générer des ressources, donc ces activités criminelles-là. Alors toute cette mouvance, on va dire, criminelle-là se retrouve aujourd'hui quelque peu sous le paravent de la revendication islamique, simplement parce que c'est une question d'opportunité. Oui. C'est un élément d'identité qui leur permet de ratisser large. Il y a, voilà, dans cette identité religieuse, il y a des milliards de gens sur la terre qui peuvent se retrouver et qui peuvent sympathiser, donc qui peuvent se retrouver. Comme il y a des gens qui peuvent ne pas se retrouver. Bien sûr, non, je pense que les musulmans, qui sont les premières victimes donc de ces groupes armés terroristes là. On vient de finir le mois de Ramadan, qui est un mois sacré, qui est un mois saint dans la pratique de l'islam, et c'est le mois dans lequel la plupart de ces groupes là ont opéré des actions d'envergure, parce qu'ils dans le récit qu'il propage, c'est que tuer son prochain pendant cette période, c'est quelque chose qui... Ça vous conduit directement vers... exactement, la porte du paradis. Okay. Voilà, ça vous donne une sorte de bénédiction. C'est complètement, enfin, dans la logique, et dans la logique de la foi, ou bien dans la logique de la raison, tout simplement, on aurait du mal à comprendre ça. Donc, je pense qu'il s'agit davantage d'un paravent mobilisateur pour ces groupes-là, qui sont d'abord des groupes criminels et qui profitent de l'absence de l'État, qui profitent de la faiblesse de l'État sur les territoires, à contrôler les territoires et à satisfaire aussi les besoins, les attentes des populations. Donc, ils viennent aussi en ayant conscience qu'il y a un certain nombre d'attentes qui ne sont pas comblées et pour lesquelles ils font des offres. Donc, certaines sont acceptées, des offres en termes de protection. En milieu rural, l'une des ressources les plus importantes, c'est le bétail. Donc, quand vous avez besoin de protéger ce bétail et que la force publique n'est pas disponible, n'est pas en mesure de vous apporter cette protection, parfois par nécessité, vous acceptez donc la protection de ceux qui ont la force sur le territoire, sur le moment. Oui, mais docteur Oswald Padonou, que cherchent les terroristes au Bénin? Le Bénin n'a ni richesse du sous-sol, ni industrie prospère. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner dans un petit pays, pauvre pays comme le nôtre, pour perpétrer des attentats? Alors non, les pays dans lesquels déjà ils sont, quand je prends le Mali, le Niger, en tout cas au prorata de la population, ne sont pas plus riches que le Bénin. Je pense que c'est le pays sahélien. On constate qu'il y a quand même... Tout à fait. Non, la richesse est relative. Hein. La richesse est absolument relative. Mais je pense qu'au-delà de la richesse qu'ils recherchent d'abord, et c'est ça le terrible, c'est la terreur, c'est de créer la terreur pour au moins sanctuariser des espaces, des territoires qui leur permettent de protéger des trafics. C'est une question, voilà, il faut le voir de façon simple et triviale, déjà comme ça. Mais il y a en amont et aussi à la marge de cette logique banalement criminelle, il y a aussi, comme je l'ai dit, toute une doctrine qui vise qui intègre la dimension religieuse. Donc dans un pays comme le Bénin, qu'est-ce qu'ils peuvent chercher? C'est perturber notre vivre ensemble. Pourquoi? Justement parce que ça leur permet d'occuper des territoires pour faire prospérer des trafics. D'accord. Et donc si ils s'attaquent à nos valeurs, à ce qui fait notre identité, à notre vivre ensemble, c'est précisément parce qu'il y a encore, au Bénin, c'est une chance que nous avons, il y a encore un peu d'État, presque partout sur le territoire. On n'a pas quand même au Bénin des pans du territoire qui sont absolument laissés sans présence minimale. Donc oui, le but c'est de désorganiser cette structure de pouvoir-là, de désorganiser la présence de l'État. Et c'est pour ça que les forces de défense et de sécurité sont prises comme cible, parce que ce sont les remparts de ce que nous avons comme valeur et qui protègent notre territoire et nos institutions et nos valeurs. Donc c'est ça, le but, c'est de faire écrouler cet édifice-là sur lequel notre État est construit. Mais depuis qu'ils agissent dans le septentrion, ils n'ont pris aucun village, ils n'ont pris aucun quartier, ils n'ont pris aucune ville. Donc ça veut dire qu'ils n'avancent pas du point de vue territorial. Alors quelle est finalement la raison pour laquelle ils tuent les pauvres populations? Non, je pense que déjà, deux choses. Il faut prendre en compte le fait que le passé récent, quand on prend l'exemple du Burkina entre 2014, 2015 jusqu'à maintenant, on a une évolution graduelle. Et ces groupes terroristes-là ne cherchent pas, en tout cas tous les groupes, ils sont... il y a quelques nuances quand même dans leur doctrine. Tous ne cherchent pas nécessairement à contrôler des territoires. Donc leur but, c'est de semer aussi le chaos, parce que contrôler et administrer des territoires, ça demande beaucoup de ressources et ça expose aussi
disons, par rapport aux attentes de la population, qui seront eux-mêmes en situation d'incapacité, donc de satisfaire. C'est des groupes enfin, leur stratégie nous enseigne que c'est par cellules qu'ils évoluent. Donc, s'ils font quelque chose ici aujourd'hui, ils peuvent faire quelque chose à 200 km demain. Voilà, sans que entre l'endroit de l'incident initial et l'endroit de l'incident récent, sans qu'il y ait rien du tout. Donc, ils créent des espaces d'incertitude aussi dans lesquels, voilà, il est difficile d'agir. Donc, il n'y a pas de continuité parce qu'ils n'ont pas les ressources de mener, disons, une guerre symétrique, d'avoir un front ouvert avec les forces de défense et de sécurité qui ont davantage de moyens, de formation, d'aptitude pour les prendre en charge dans ce cas de figure. Donc, ils mènent pas des moyens asymétriques le conflit avec les forces de défense et c'est vraiment par cellule, par implantation dans les localités, voilà, et par incursion avec des actions sporadiques qui sont menées dans le but de semer la terreur. Donc, le premier but, c'est ça. D'accord. Le premier but, c'est semer la terreur, c'est de faire en sorte que la peur gagne les populations, que la peur gagne les dirigeants et qu'on soit donc en situation de désorganisation qui puisse les faire profiter, donc faire prospérer le trafic dans la région. Alors, mais quand on vous écoute, on a nettement le sentiment que ce sont des groupes bien organisés. Absolument, ils sont extrêmement organisés. Vous savez, ces groupes djihadistes-là sont l'émanation, quand on remonte jusqu'au groupe islamique armé, donc en Algérie dans les années 90, quand l'Algérie a vaincu, dans les années 2000 après, donc la première guerre d'Afghanistan, vous avez le Soudan, vous avez de nombreux conflits dans lesquels des gens qui ont une certaine connaissance des terrains, de la tactique, de la stratégie, donc qui se renouvellent, donc sont au commandement de ces groupes-là, donc ils connaissent très bien le terrain, le terrain sahélien, donc ils évoluent, ils prospèrent, ils recrutent, et c'est terrible de le dire, mais les études ont prouvé que nous sommes à peu près dans la région à jusqu'à 50 000 personnes potentiellement combattantes pour les groupes armés terroristes. La région ouest-africaine ou... La région ouest-africaine. 50 000. 50 000 personnes, la région ouest-africaine, y compris le Sahel. Oui. 50 000 personnes potentiellement en mesure de combattre pour les groupes armés terroristes. C'est-à-dire que c'est des gens déjà recrutés, c'est ça? Ça veut dire que c'est des gens au moins radicalisés. C'est des gens au moins radicalisés, dont une bonne partie combat déjà, une bonne partie est déjà enrôlée. Ce chiffre recouvre à la fois ceux qui combattent, effectivement, qui ont les armes, qui sont sous le commandement d'un certain nombre de chefs de groupes armés tiaristes, qui sont dans des katibas, qui combattent, et ceux qui sont endoctrinés, qui sont des gens qui peuvent être des agents isolés, qui sont prêts à commettre des crimes quand on leur donnera le signal. Mais 50 000, c'est quand même énorme, Dr Padoun. Mais comment est-ce que ces groupes fonctionnent? Comment ils font le recrutement? Comment ils enrôlent les militants ou les combattants? Je pense qu'il y a au moins trois niveaux ou espaces de recrutement. Je pense qu'il y a les radicalisés de la première. Vous avez ceux qui proviennent d'anciens groupes, ceux qui proviennent de gangs qui combattent déjà. Il y a une partie de ces territoires qui sont aujourd'hui en zone critique, qui sont des forêts, dont vous avez d'anciens braconniers aussi, des criminels entre guillemets ordinaires, qui sont des coupeurs de route, qui sont ceci ou cela, qui sont enrôlés. Et vous avez ceux qui sont deux autres catégories de gens qui sont pas convaincus du discours de ces groupes-là, mais qui, par nécessité, combattent. Ils ont besoin parce qu'ils ont besoin de se protéger, de protéger leur famille, de protéger leur bétail. Donc, ils acceptent les conditions qui leur sont imposées, qu'on prélève la zakat sur leurs biens, qu'ils n'écoutent pas la musique, que leurs femmes ne sortent pas, ne travaillent pas, s'habillent d'une certaine façon, etc. Ils acceptent les règles et ils contribuent aussi sur le plan logistique, mais aussi en étant combattants donc dans ces groupes-là. Et vous avez aussi un dernier groupe qui commence à quand même à être important en nombre de ceux qui sont simplement des frustrés qui intègrent ces groupes-là par leur propre volonté. Et frustrés exactement, frustrés de quoi? Frustrés de beaucoup de choses, mais notamment des bavures qui sont opérées dans le Sahel par les armées, par les forces internationales. Il y a plein de gens. Et le cas le plus récent que moi sur lequel j'ai pu lire quelque chose d'absolument émouvant, c'est le cas d'un médecin. Un médecin dont le frère... Il s'est fait enrôler? Absolument. Non, il ne s'est pas fait enrôler. Okay. Il s'est porté volontaire pour être enrôlé, simplement parce que son frère a été abattu de façon tout à fait arbitraire, sans avoir été jamais radicalisé, sans avoir été jamais... abattu par qui? Par les forces régulières? Par les forces régulières dans un pays du Sahel.
Donc oui, il a laissé sa situation professionnelle, sa famille, et il a décidé de combattre contre l'armée de son pays. C'est quelque chose de terrible, surtout quand on regarde un peu du côté des forces de défense et de sécurité, qui font beaucoup avec peu de moyens. Il n'est pas toujours aisé pour eux de distinguer qui est terroriste, qui ne l'est pas, parce que la stratégie, c'est la dissimulation. Les terroristes sont dans la population, c'est parfois le berger qui le joue, fait paître son troupeau, c'est parfois le petit commerçant qui tient son commerce, le voisin d'à côté, mais qui est au fond un agent qui est infiltré dans la population, qui renseigne, qui contribue à la chaîne logistique, etc. Donc c'est extrêmement difficile de distinguer le radicalisé, le combattant, etc., du citoyen ordinaire. Donc il y a des bavures, on va dire, sur lesquelles les forces de défense sont parfois impuissantes, mais il y a aussi de vrais actes crapuleux aussi dont les forces de défense et de sécurité sont responsables. Et c'est important que les États, et je pense que ça se fait peut-être pas suffisamment, que les États mettent l'accent sur la responsabilité donc, des personnels des forces de défense et de sécurité, d'être les garants de l'état de droit, de ne pas reproduire cette logique criminelle qui est celle donc, des groupes armés, en cherchant à distinguer qui est qui et en cherchant à faire donc, le moins de victimes possible pour montrer... Alors, parlons de notre pays, le Bénin. Est-ce que les statistiques permettent aujourd'hui de savoir dans quelle région précisément les djihadistes recrutent le plus? Oui, je pense que... je ne pense pas que nous ayons des statistiques suffisamment élaborées, mais depuis longtemps, il y a depuis 2012-2013, il y a eu quelques Béninois qui avaient déjà été enrôlés dans des groupes armés terroristes qui opéraient au Mali, au Niger. Oui, il y a eu des Béninois. Maintenant, l'enrôlement direct sur notre territoire, évidemment, c'est quelque chose, de mon point de vue, qui est quand même difficile. Comme je l'ai dit, on a quand même la chance d'avoir un pays dans lequel il y a une présence quand même de l'État qui n'est pas peut-être pas suffisante, mais il y a une réelle présence. On n'est pas exactement dans la situation de certains pays du Sahel. Ceci dit, on n'est pas non plus complètement à l'abri. Donc le recrutement, il se fait, bon, encore une fois, on est dans la stratégie de la dissimulation, mais il se fait, il se fait de manière à intéresser donc, les gens par le discours. Le discours, il y a beaucoup. vous le dites dans les dans mosquées, certaines régions, dans les mosquées, oui. Pas seulement dans les mosquées, dans certains. Même dans les marchés. Dans les marchés, dans les familles. Dans les familles. Il y a donc des discours de radicalisation. Ça commence déjà là. Ça commence déjà par le discours qui s'oppose à l'État, qui s'oppose à la puissance publique, en mettant en avant les insatisfactions, en mettant en avant les situations de corruption qui peuvent délégitimer l'État, en mettant en avant l'abandon de certains territoires, etc. Un certain nombre d'éléments qui intègrent le discours et qui font que finalement les gens peuvent, à un certain moment, franchir le pas et considérer que oui, effectivement, ils ont des raisons de s'enrôler, de se battre contre l'État. Donc après, évidemment, il y a beaucoup de désillusions. Oui. Quand vous vous rendez compte que les gens qui se présentent à vous comme étant des gens vertueux, qui ont une ambition pour vous, pour le pays, etc., qui ne le sont pas vraiment. Parce que l'exemple qu'on manque souvent de donner, c'est que l'expansion de Boko Haram, par exemple, dans le nord-est du Nigeria, c'est la grande période d'expansion de Boko Haram. Ça a été la période où les États donc, du nord-est du Nigeria pratiquaient la charia. Mais voilà, le système de gouvernance n'a pas pu exfiltrer la corruption de ces pratiques. Donc, au fond, ce n'est pas nécessairement l'intégration de ces règles religieuses strictes dans les pratiques politiques, dans les pratiques de pouvoir, qui est la garantie, on va dire, du bien-être pour les populations. Et comme je le dis, l'exemple du nord-est du Nigeria. Donc il y a souvent des désillusions. Les gens vont, mais non pas ce qu'ils souhaitent. Il y a des illusions. Et vous avez, au Mali, il y a plein de villages, par exemple, parce que bon, quand on est dans une situation, on se considère même dans l'impasse, comme étant dans l'impasse, on se dit, bon, il y a un rapport de force qui n'est pas nécessairement favorable aux forces de défense et de sécurité. Il faut engager une négociation avec ces groupes-là. Donc il y a des initiatives locales dans certains villages où les chefs de village, les chefs de tribus, etc., négocient avec les groupes pour accepter un certain nombre de conditions qu'ils imposent pour vivre en paix, continuer leurs activités génératrices de revenus, l'agriculture, la paix, etc. Mais c'est toujours, il n'y a pas de cas où il y a une paix durable dans un village avec un tel deal. Donc c'est des gens qui ne sont pas toujours capables même de respecter leurs paroles et qui ne sont pas capables de se départir de la logique de violence aveugle. Donc il est important de comprendre leur état d'esprit et de comprendre
l'ambition de destruction simplement qui les anime. Et c'est quelque chose de terrible quand même à prendre en charge. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez de Boko Haram, on parle souvent de AQMI, on parle de plusieurs groupes terroristes. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, on peut savoir quels sont les groupes terroristes qui opèrent dans notre sous-région, notamment au Bénin? Quels sont les groupes terroristes qui ont opéré récemment? Qui sont-ils? D'où viennent-ils concrètement? Très bien. Non, en général, déjà, les groupes ont des phases de réorganisation, de désorganisation, de réorganisation qui font qu'il y a une sorte d'illisibilité dans leur identité et aussi des passerelles. C'est stratégique. Voilà, c'est stratégique, ça permet de brouiller les pistes. Mais formellement, on a eu, donc avec le dernier incident, celui de Karibama, qui est un incident majeur, on a eu une revendication donc, du JNIM, qui est le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, donc qui est un peu une sorte de... qui est apparenté à Al-Qaïda. Et vous avez également des groupes qui sont apparentés avec l'État islamique en Afrique de l'Ouest, qui sont, on va dire, les deux grandes tendances de la mouvance djihadiste dans la région, qui parfois se combattent aussi, parce qu'ils n'ont pas tout en commun, et ils cherchent bien entendu à se... il y a une concurrence aussi sur le contrôle des espaces, parce que je vous le rappelle qu'il y a des enjeux financiers, des enjeux de trafic derrière tout ça. Donc oui, ces deux groupes-là et leurs filiales, les différentes Katiba qui combattent pour eux, parfois se trouvent en situation d'adversité. Mais au Bénin, je pense qu'on est, que ce soit dans notre partie septentrionale frontalière avec le Burkina ou la partie frontalière avec le Niger ou le Nigeria, je pense qu'on est exposé potentiellement au Katiba relevant de ces deux groupes-là. Donc on est... oui, tenu un peu parce que notre géographie nous situe un peu dans l'arc de connexion entre le sud-est du Burkina et le nord-ouest du Nigeria. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les stratégies, c'est de trouver des couloirs par le Bénin, par la partie septentrionale du Bénin qui leur permet de raccorder ces deux zones-là qui sont de plus en plus des zones de non-État, des zones qui ne sont pas contrôlées par les forces de défense et de sécurité dans ces pays-là. Et cela, bien entendu, expose énormément le Bénin. Oui, mais il y a une certaine opinion qui dit que les djihadistes recherchent la côte. C'est-à-dire qu'ils recherchent l'accès à la mer, par exemple. Est-ce que c'est réel, cette opinion? Est-ce qu'il y a une menace de voir les djihadistes migrer vers le sud du Bénin en allant vers la côte? Non, je pense que, je vais me répéter, je pense qu'il ne faut pas imaginer qu'ils vont un jour descendre en colonne je sais pas, de Fadangoma ou bien de je ne sais où, directement vers Cotonou. Ça, c'est rassurant. Voilà. Il n'y a pas ce risque. Rassurant, voilà. Mais il y a une évolution en cellule. Il y a une évolution en cellule et aujourd'hui, on a, donc, depuis longtemps à mer, et ces dernières années, le phénomène a pris des proportions inquiétantes. On a une grande criminalité en mer dans le golfe de Guinée, qui est une criminalité également qui a des ramifications donc, à l'international, y compris des ramifications qui atteignent donc, les groupes armés terroristes qui opèrent dans le Sahel. Donc ce sont des rapports de l'UDC, des rapports d'institutions qui font le monitoring de ces questions liées à la criminalité, aux différents trafics qui le prouvent. Donc aujourd'hui, oui, sur le plan logistique et sur le plan tactique même, c'est taxé à la mer. Et c'est taxé à la mer, comme je l'ai dit, pour eux, ce n'est pas nécessairement dans une continuité territoriale, mais c'est d'avoir simplement des réseaux de connexion, voilà, pour faciliter le trafic. Mais il faut dire que cette crainte que nous avons, parce que nos pays, et même les pays du Sahel qui sont alimentés, qui sont connectés au commerce international par les différents ports de la région, dépendent largement donc, de la pacification donc, des mers et du commerce maritime international. Donc c'est un enjeu important pour nos États. Un pays comme le Bénin a une économie largement dépendante de l'activité donc du port de Cotonou par exemple, le Togo c'est pareil, le Ghana, etc. Donc c'est une crainte qui est légitime et qu'il faut prendre avec une certaine gravité. Parce que si on arrive, dans l'hypothèse où on arrive à cette situation de connexion effective, elle existe, mais elle n'a pas encore l'importance qu'elle voudrait avoir pour pouvoir avoir cette possibilité de désorganiser donc, nos institutions et nos territoires. Mais oui, c'est quelque chose qui est absolument inquiétant, qu'il faut faire en sorte de désorganiser en amont pour que ces groupes-là ne se connectent pas, en tout cas sur le plan
de la logistique et sur le plan tactique. Vous parlez de cellules. J'ai envie de vous poser la question de savoir si les djihadistes sont à Cotonou, à Porto Novo. J'en sais absolument rien. Parce que vous parlez de cellules qui sont un peu partout, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se déplacer en colonne vers le sud, mais quand vous parlez de cellules, docteur, ça veut dire que... Oui, mais je n'en sais formellement rien, mais il ne faut pas écarter cette hypothèse. Vous êtes très prudent. Non, je suis prudent et réaliste aussi, et puis je fonctionne sur la base, en tant que chercheur, des éléments, des choses que je peux prouver sur la base d'enquêtes documentées, sur la base de rapports d'institutions réputées. Dans ce cas de figure, je n'ai jamais rien lu sur ce sujet-là. Mais en termes de probabilité, on a probablement, parce que je vous donne un exemple simple, il y a tout un sur le ravitaillement en carburant, sur le ravitaillement en vivres, sur même la viande que nous consommons à Cotonou, dans toutes les capitales. Indirectement, il y a une partie des ressources que nous affectons à ce type de consommation qui va avec les groupes djihadistes, simplement parce que le bétail, parce que le bétail qui nous donne la viande dans les abattoirs et dans les boucheries, par exemple, à Cotonou, ça vient des zones rurales, notamment septentrionales, sur lesquelles ces groupes-là prélèvent des taxes, simplement, et sur un certain nombre de produits. Et également tous les vols, les trafics de carburant, des camions entiers, des petites embarcations également, qu'ils arrivent à intercepter pour pouvoir constituer le stock qui leur permet de mener des opérations. Donc ça, c'est une logistique criminelle qui existe déjà et qui, c'est vrai, qui a été largement perturbée ces derniers mois parce que les services de l'État ont pris conscience que ce système de ravitaillement, qui est complexe, mais qui permet quand même de desservir donc, les besoins de ces groupes-là, qu'il fallait donc leur couper l'herbe sur les pieds, donc en désorganisant donc, une telle filière. C'est très difficile parce que quand l'État est dans une situation dans laquelle, si elle prend une décision, on va dire, radicale sur ce type de, par exemple, d'approvisionnement indirect des groupes armés, ça dessert directement la population. Oui, absolument. Ça dessert directement la population. Donc, c'est extrêmement difficile d'avoir l'information sur ces possibilités ou ces systèmes de ravitaillement et de dire finalement qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les palettes de solutions, quels sont les leviers que les pouvoirs publics ont pour pouvoir prendre des décisions qui permettent de couper donc, la source de ces financements. Donc, c'est pas facile. Alors, quand on vous écoute, Dr Oswald Padono, on a clairement la certitude que le Bénin est sous la menace djihadiste. Les autorités du Bénin, est-ce qu'elles apportent une réponse vraiment à toute cette menace? Est-ce que les populations peuvent être rassurées? Oui, je pense que oui, sans verser dans un excès de satisfaction. Je pense que oui. Je pense que déjà, vous savez, malheureusement, les services de sécurité font des tâches ingrates. Tout ce qu'elles font pour qu'il n'y ait pas d'incidents, pour anticiper sur les incidents, ce n'est pas visible, donc ce n'est pas dans l'opinion, ce n'est pas au crédit de leur action parce qu'on n'a jamais rien vu. Et donc ça, cette grande partie du travail d'anticipation qui empêche donc les incidents de se produire, ils ne se voient pas. Deuxièmement, on a quand même eu des morts. Personnellement, j'ai eu l'un de mes filles, donc je suis parrain d'une promotion d'officier, qui a perdu la vie dans les incidents qu'on a eus. Donc c'est pour vous dire qu'ils sont en première ligne, qu'ils sont face à l'ennemi, qu'ils sont en situation de défendre, de protéger le territoire, les institutions, au péril de leur vie. Donc on n'est pas dans une situation où il y a une sorte de fuite en avant. On est dans une situation dans laquelle les forces de défense et de sécurité font face à la menace de façon directe. C'est leur mission, mais c'est quelque chose qui mérite aussi d'être connu donc, des citoyens et apprécié à sa juste valeur. Pendant longtemps, on n'a pas eu nécessairement de voix, on va dire, gouvernementale, de voix dans l'appareil de l'État qui est, disons, exprimé disons, le point de vue de l'État en termes de solutions. Est-ce que c'est... Non, mais ça a changé. Ça a changé depuis quand? Ça a changé parce au moins depuis le 10 février, parce qu'il y a le 10 février, il y a eu un conseil des ministres qui a été consacré exclusivement à la prise en charge de la menace, à la réponse de l'État. On n'a pas anticipé, ça veut dire que c'était juste après des décès. Oui, c'était après des décès. On a attendu que les gens meurent d'abord, c'est ça? Un incident, l'incident donc au niveau du parc W. Donc il n'y a pas eu d'anticipation.
Oui, c'est ce que je vous dis. En fait, en termes d'anticipation, non. En termes d'anticipation, on peut toujours progresser. Hein. Oui. Il n'y en a pas eu suffisamment, c'est sûr. Il n'y en a pas eu. Tant qu'il y a un incident, on peut considérer qu'il n'y en a pas eu suffisamment. Mais en même temps, je sais qu'il y a un travail énorme qui se fait au niveau des forces armées, au niveau de la police, au niveau des services de sécurité de l'État pour anticiper, pour empêcher, pour mettre en place des dispositifs, prendre des mesures pour empêcher les incidents de se produire. C'est ça qui est le plus intéressant, c'est de prendre des dispositions en amont pour empêcher les incidents. Ensuite, quand il y a des incidents, c'est d'apporter une riposte appropriée pour ne pas, disons, que les incidents se multiplient et qu'on perde le contrôle de la situation. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation, je ne vais pas dire de contrôle absolu, il n'y a pas de contrôle absolu, de contrôle relatif. Donc oui, les réponses sont là. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas une visibilité claire des réponses, docteur Padono. À partir, en tout cas, le Conseil des ministres du 10 février précise un certain nombre de mesures qui sont prises par l'État, au moins deux. Des mesures en termes de renforcement des effectifs, parce qu'il y a un réel problème d'effectifs au niveau donc, des forces armées, dans notre région, mais dans d'autres. Je m'amuse toujours à comparer, parce que pendant longtemps, nos États, nos gouvernements ont négligé, les parlements aussi, à travers le budget de l'État, ont négligé les armées, au Bénin, mais dans les autres pays de la région, parce qu'on a considéré qu'on n'avait pas nécessairement besoin d'armées fortes, pour des raisons politiques aussi. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'en termes statistiques, par exemple, que les effectifs des armées, par exemple au Bénin et dans d'autres pays de la région, sont même déjà des effectifs avec lesquels des anciens royaumes avaient imaginé la démographie qu'il y avait. Donc, précolonial, le royaume d'Abomey, par exemple, avait déjà plus de 10 000 combattants. Voyez-vous? Donc, ça veut dire qu'on n'a pas, en termes de prise en charge sur le plan de la démographie de la population et sur le plan donc, du territoire, de la superficie de notre territoire, nous avons des effectifs qui sont insuffisants pour pouvoir prendre en charge donc, la sécurité. Et pareil pour les ratios de policiers par habitant. Et donc ce déficit-là, il a commencé à être comblé parce que ce Conseil des ministres a annoncé un certain nombre de recrutements. Et vous avez un pays comme le Niger, par exemple, le gouvernement du Niger a décidé de multiplier par 4 l'effectif de son armée. C'est énorme. En 5 ans, multiplié par 4 l'effectif, donc quadruplé l'effectif en moins de 5 ans. Parce qu'il y avait déjà un déficit important pour couvrir le territoire, pour couvrir la population, pour couvrir les besoins à la taille de la menace, de l'ampleur de la menace. Donc c'est pour dire que ces mesures de renforcement d'effectifs vont avoir un effet sans doute sur la prise en charge de la menace et les mesures concernant également les équipements. Parce qu'aujourd'hui, pour prendre le dessus dans le rapport de force, il faut des équipements qui ne sont pas nécessairement à la portée de ces groupes-là pour pouvoir faire la différence. Oui, absolument. Des équipements de projection, des équipements aériens, des équipements de haute technologie. Mais on sait que ces groupes sont suffisamment armés. Oui, ces groupes sont armés, mais n'ont pas encore, heureusement, accès à un certain nombre de types de technologies, de matériel sur lesquels les États peuvent avoir la différence donc, dans la confrontation. Donc je pense qu'aujourd'hui, la réponse est au moins à ces deux niveaux-là. Et bien entendu au niveau donc, des politiques sectorielles que l'État mène, parce que la réponse doit être à plusieurs niveaux. Pas seulement dans la réponse que les armées, que la police apportent, mais aussi au niveau des collectivités locales, au niveau donc, des services décentralisés de l'État. Comment est-ce que déjà le contre-discours, comment est-ce qu'il est diffusé au sein de la population, autour des valeurs de la République, autour de ce vivre ensemble-là, pour pouvoir, disons, limiter ou empêcher des risques donc, de radicalisation sur le territoire. Pas suffisamment. Pas suffisamment de mon point de vue. Je pense on regarde davantage le versant utilitariste, c'est-à-dire les moyens en termes matériels, logistiques, mais il y a un vrai travail à faire également sur les esprits et sur le sentiment de citoyenneté, d'appartenance à la nation dans les différentes zones qui sont potentiellement affectées, qui aujourd'hui sont les plus affectées, sont les départements donc, de la Liborie et de la Takora. Alors, les réponses ne peuvent pas être que nationales. Docteur Oswald Padono, une opinion, et moi je table beaucoup sur les opinions, une opinion dit également qu'il faut une réponse coordonnée, une réponse internationale à la question du terrorisme. Est-ce que c'est votre opinion aussi? Ah oui, absolument. Absolument. À partir du moment où la menace elle-même n'est pas une menace purement interne à un pays et que les groupes armés fonctionnent un peu comme des multinationales du crime, qui s'affranchissent des frontières avec un système de commandement qui est multinational lui-même. Donc vous avez, vous pouvez avoir des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens, des Béninois, des Ghanéens. Et après, vous avez aussi leur ambition,
leur emprise territoriale qui se fiche par exemple complètement des frontières qu'on peut voir sur les cartes ou qu'on peut voir concrètement à travers les postes frontales. Et donc la réponse que les États apportent doit intégrer cette logique-là. Et aujourd'hui, il y a une coopération qui, là encore, n'est pas suffisante. Et l'exemple de coopération qu'on a eu et qui a montré ses limites, c'est le G5 Sahel, qui a été initié par les États donc membres, en se détachant, pour les 3 États qui étaient membres de la CEDEAO, en se détachant un peu de la CEDEAO pour avoir une initiative ad hoc, une réponse qui était censée être une réponse en termes de dispositifs institutionnels et opérationnels souples et efficaces. Mais à l'arrivée, le résultat est que la violence, les territoires qui sont aujourd'hui atteints par le terrorisme sont encore plus grands. Le nombre de victimes, le nombre d'incidents, tout ça croît. Et mieux ou pire, nous avons dans 3 des 5 pays du G5 Sahel des situations de transition politique, militaire, sans issue. Et donc, on a clairement là tout le résultat donc, médiocre de ce choix-là. Et j'espère que l'initiative d'Accra, qui regroupe essentiellement les pays donc, côtiers, dont le Bénin, ne reproduira pas les mêmes erreurs que les erreurs qui ont été commises donc, dans le G5 Sahel. Et aujourd'hui, pour moi, il est important qu'une organisation comme la CEDEAO regagne du crédit, regagne de la légitimité, regagne de la confiance des acteurs, les États, mais aussi la population, parce qu'il y a un discrédit total au niveau de l'opinion de cette organisation-là, pour qu'elle puisse, on va dire, s'appuyer sur les acquis, sur l'expérience qu'elle a déjà dans la gestion de crise pour pouvoir appuyer les États dans leur réponse donc, à cette menace-là. Et appuyer les États, c'est d'abord, de mon point de vue, les inciter entre voisins à avoir une politique de confiance. Parce que je ne suis pas sûr, malgré l'ampleur de la menace, qu'il y ait une confiance, on va dire, à un certain niveau, une grande confiance en tout cas entre les États voisins. Il y a toujours encore une logique de souverainisme, une logique de protection de son espace, de définition de son espace, qui fait que les réponses, de mon point de vue, ne sont pas suffisamment coordonnées et qu'on devrait davantage avancer donc, sur ce volet-là. Alors, quand on vous écoute, on a le sentiment que rien n'est définitif, on a le sentiment que des réponses sont apportées mais ne sont pas suffisantes. Mais pendant ce temps, les terroristes gagnent du terrain. Est-ce qu'il y a vraiment un espoir à avoir? Parce que, je vous le dis, franchement, c'est peut-être ce qui transparaît. On a le sentiment que ça ne cessera jamais, cette affaire. Non, oui et non. Enfin, on peut avoir le sentiment justifié que ça ne cessera jamais parce que, bon, vous savez, les conflits, en tout cas les conflits d'une certaine intensité, les guerres, quand elles sont déclenchées, généralement, ça prend au moins une génération. Oui. Il y a très peu de conflits de haute intensité qui est pris fin, parce que c'est pour ça qu'il faut tout faire pour gérer les contradictions, les différends, apporter des solutions en amont pour qu'on n'ait pas, disons, une crise, un conflit généralisé. C'est ce qu'un pays comme le Burkina, de mon point de vue, a manqué un peu de faire et qui a eu aussi, avec tous les effets de débordement qu'il y a eu donc, du Mali vers le Burkina, en exploitant également donc, les vulnérabilités internes qu'il y avait au Burkina. Par contre, oui, il n'y a pas de fatalité. Et je pense qu'on a, on va dire, à garder espoir activement, en prenant des mesures, en prenant des décisions, en sachant que les armées doivent être professionnelles, doivent être performantes, et que les citoyens aussi, qui ont une responsabilité en matière de sécurité, les élus locaux, tout le monde a une responsabilité en matière de sécurité, que chacun joue convenablement ce rôle, et que l'État aussi, les États, sortent un peu des sentiers battus. Parce que l'impression générale qu'on peut avoir aussi, c'est quand on veut régler aussi des problèmes actuels avec des solutions, des schémas, on va dire, d'un autre temps. Je pense qu'il faut faire preuve d'inventivité, il faut, tel que les groupes fonctionnent, avec une logique de souplesse et d'efficacité. Donc je pense qu'il faut sortir des logiques bureaucratiques, des logiques comment dire ça, de conception de ce qu'on appelle, c'est-à-dire traiter le bas par le haut. C'est-à-dire on regarde, voilà, il faut maintenant une approche très localisée de la menace et de la réponse. Donc il faut qu'il y ait cette possibilité à prendre en charge aussi de manière différenciée les réponses que les États apportent à la menace en fonction donc des spécificités de chaque territoire. La réponse aussi, on l'a constaté sur le terrain, ce sont nos soldats qui vont au front, qui laissent leur vie au front. Le Bénin compte déjà des morts dans son armée, mais de plus en plus, les militaires s'expriment. Nous avons entendu certains dire clairement que l'armée ne dispose pas de moyens réels pour faire face à la menace djihadiste. Est-ce que vous confirmez cela, Dr Padono Oswald? Non, enfin, j'ai pas
à confirmer ou à infirmer. Ce que vous avez j'observe, entendu, j'ai entendu. vous avez entendu. Ce que j'observe, on va dire, au Bénin, dans la région, et je l'ai dit, oui, il y a une situation de sous-équipement. Parce que les militaires, même si le métier qu'ils exercent, le militaire, les policiers, c'est un métier dans lequel on est exposé, on est susceptible de donner sa vie à la nation. Donc, cela ne veut pas dire que l'État ne doit pas prendre toutes les mesures, toutes les précautions pour les protéger. Donc, c'est ça, il ne s'agit pas de les envoyer non plus à l'abattoir. Donc, aujourd'hui, est-ce que tous les moyens sont donnés aux armées déjà pour protéger les hommes qui sont en opération? Probablement non, pas suffisamment. Et c'est pour ça que un peu quand même. Un peu, mais c'est très insuffisant. Des moyens vétustes aussi, c'est-à-dire. Des moyens vétustes, oui, parce que nos États ont très peu investi dans le évidemment, c'est des moyens qui coûtent très cher. Hein. Mais c'est le rôle de l'État. Les moyens militaires, c'est le rôle de l'État, mais après, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Un pays comme le Bénin, le Bénin fait partie des pays, par exemple, dans la région, qui investissent le moins dans l'armée. Mais ça permet d'investir davantage dans l'éducation, dans la santé, dans les infrastructures. Vous dédouanez les autorités, c'est ça? Non, je ne dédouane pas les autorités. Moi, je regarde les chiffres. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on a un ratio de dépenses de sécurité par habitant l'un des plus faibles de la région. Donc, je ne dédouane personne. Parce que ce sont des choix de politique publique. Parce que, comme je vous l'ai dit, la réponse n'est pas seulement dans les moyens qu'on donne à l'armée, mais la réponse est aussi structurelle. Si vous n'avez pas d'éducation, d'école, de route qui servent la population, même si à l'armée, ça ne servira à rien. Donc l'important, c'est de construire la réponse sur tous les paliers. Et il est important aussi que les armées aient les moyens. Et dans beaucoup de pays aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Togo, ces pays se dotent des lois de programmation militaire, qui sont des lois donc, quinquennales, qui permettent donc, au Parlement de s'obliger, dans le vote donc, de la loi de finances de l'État, à donner un certain nombre de moyens, de crédits qui sont sanctuarisés, qui permettent une planification des recrutements, une planification des moyens humains à la hauteur de la menace et qui prennent en compte également la manière dont cette menace-là peut évoluer dans le temps. Et je pense qu'aujourd'hui, ce sont des outils importants de pilotage donc, du secteur de la défense et de la sécurité dont des pays comme le Bénin n'ont pas encore. Mais il est extrêmement important qu'on évolue vers ce type d'outils qui nous permettent donc de mieux anticiper par rapport à l'évolution de la menace. Donc oui, nous sommes exposés. Est-ce que nos hommes qui défendent le pays, qui nous défendent, ont suffisamment de moyens? Certainement pas. Suffisamment et de moyens, c'est pour ça que je rappelle toujours ce Conseil des ministres, parce que bon, le Conseil des ministres du 10 février, qui change complètement, en fait, ça change pour moi tout. c'est le baromètre. Oui. C'est un moment fondateur dans la réponse que l'État apporte à cette menace-là. Et clairement, il y a un cap qui est fixé, c'est le cap de la réponse sécuritaire, donc en termes d'équipement, en termes d'effectifs, en termes de réorganisation de notre dispositif de réponse. Donc oui, il y a des choses qui se font, mais qui ne sont, de mon point de vue, pas suffisantes. Donc il faut que les pouvoirs publics, et nous, l'association que je préside, l'association béninoise d'études stratégiques et de sécurité, à l'occasion de la dernière présidentielle, avait publié un manifeste de 21 propositions que nous avons adressées aux candidats élus, pour que ces propositions-là, qui intègrent essentiellement des réformes structurelles qui sont proposées, qu'elles soient prises en compte pour pouvoir anticiper et contenir la menace terroriste. Est-ce que vous avez été écouté par les différents candidats à l'époque? Alors, nous sommes encore dans l'année de l'élection. Nous sommes à moins d'un an. L'élection a eu lieu en avril. Nous sommes encore au mois de mai, donc un peu plus d'un an après l'élection. Oui, mais est-ce qu'à l'époque, vous avez été écouté? Si, on a eu des retours. Mais en termes de mise en œuvre, parce que pour nous, c'est le baromètre, les 21 propositions, c'est le baromètre de mesure des initiatives de sécurité en termes de réforme pour le quinquennat. Et aujourd'hui, oui, évidemment, nous avons des choses qui ont commencé, mais qui doivent, de notre point de vue, être accélérées. Par exemple, la mise en place donc, du Conseil national de défense et de sécurité, le Conseil national du renseignement, qui sont des organes qui sont nécessaires dans la réponse de l'État à cette menace-là. Et nous avons, comme je l'ai dit déjà, la loi de programmation militaire, la loi de programmation de la sécurité intérieure aussi, qui est très importante, qui doit être prise, donc, qui permet également au Parlement de mesurer chaque année les progrès qui sont accomplis, et le Parlement étant la représentation nationale de l'opinion publique, par là informer également donc, des initiatives que l'État prend pour contenir la menace à travers donc, les réponses qui sont apportées aux armées, en termes de mieux-être aussi pour les militaires, parce que leur engagement, leur dévouement, leur motivation se fondent aussi sur leurs conditions de travail. Okay. Donc ces conditions de travail, il est important de les améliorer, et ça se planifie
à travers, par exemple, les lois de programmation militaire que nous avons souhaité que l'État, dont il faut que l'État béninois se dote. Et beaucoup d'autres instruments aussi, en privilégiant la prévention. C'est-à-dire, il faut anticiper notre capacité de riposte, mais il faut davantage investir dans la prévention. Nous allons parler de la prévention tout à l'heure, si vous le permettez. Ce que je vais vous demander rapidement, docteur Padonou, vous avez parlé de tous les problèmes qu'on a dans le secteur, mais vous n'avez pas parlé de la formation. Est-ce que le tout suffit d'avoir des équipements pour contrer la menace djihadiste? Oui, alors, oui, la formation, c'est le domaine que je connais un tout petit peu parce que je contribue à la formation des personnels d'encadrement au Bénin, en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays. Oui, la formation, c'est capital. Parce que si vous avez recruté les hommes, si vous avez acheté du matériel et que vous n'avez pas des gens bien formés du point de vue de la compétence technique, mais bien formés aussi du point de vue de la compréhension des valeurs qui fondent une armée, qui fondent le pays. Et ça, c'est extrêmement important. La formation, je dois vous le dire avec beaucoup de tristesse, n'est pas le poste le mieux financé dans le secteur de la défense, de la sécurité. Alors que c'est une solution importante. C'est une solution importante, fondamentale. Fondamentale. Quand vous regardez dans les armées, je ne veux pas dire modernes, mais dans les pays qui ont plus de moyens que les nôtres, la formation, c'est central, c'est extrêmement important. La formation initiale, la formation dans les écoles, dans les centres de formation qui sont dédiés, mais la formation continue aussi, de manière à prendre en charge, à actualiser les connaissances, les aptitudes donc, des hommes qui mènent les opérations au front et ceux qui sont, disons, les opérationnels. Donc, la formation, nous avons des cadres de formation qui existent au Bénin, dont certains sont très anciens, qui ont formé de brillants militaires, policiers, etc. Mais aujourd'hui, je pense que les besoins nouveaux qui apparaissent ne sont pas nécessairement pris en compte dans les curricula de formation, dans l'organisation, dans les moyens même qui sont affectés donc, au centre de formation. Et c'est quelque chose qui doit, bien entendu, évoluer. Et ça, encore, sur la formation, ça fait partie des propositions que l'ABES a formulé aux candidats élus pour que la formation soit une priorité. Mais comment expliquez-vous que les gens ne comprennent pas que la formation puisse être une priorité? Parce que investir dans l'équipement, oui, mais après, il faut investir également dans le maniement de l'équipement, même dans la formation de l'homme. Donc, vous devez faire un plaidoyer dans ce sens pour que les gens comprennent que davantage, il va falloir investir dans la formation. Apparemment, vous ne le faites pas. Non, déjà, on n'est pas suffisamment nombreux pour le faire. Vous savez, il n'y a pas du monde. Hein. Ce ne sont pas des sujets, on va dire, fun. Ouais. Ça n'attire pas du monde. Donc, ceux qui sont actifs au niveau de l'association et qui s'engagent sur ces questions-là, qui font en sorte d'intéresser donc les Béninois à ces questions. Parce qu'au fond, le pacte fondateur de l'État, c'est-à-dire le contrat qui lie le citoyen à l'État, c'est un contrat d'abord qui fonde la prestation de sécurité. Ce que l'État me doit en premier, c'est la sécurité. Mais par contre, le paradoxe, c'est que les citoyens sont moins intéressés donc à la manière dont l'État apporte cette réponse-là. Donc oui, nous faisons le plaidoyer à notre humble niveau. Nous utilisons les moyens qui sont à notre portée pour inciter les autorités, les dirigeants à comprendre aussi les attentes. Et le plus important, c'est de regarder un peu aussi par rapport dans notre société, dans notre organisation de l'État, les leviers que nous avons qui nous permettent d'être résilients. Okay. Parce que ça, c'est extrêmement important aussi, et qu'on puisse les activités, et je sais qu'on nous en avons beaucoup. D'accord. Vous avez commencé par parler de la prévention. Ça va être le dernier pan de notre entretien. La prévention, elle doit se faire comment? En parlant aux populations ou en faisant quoi exactement? La prévention, elle doit se faire sur plusieurs leviers. Pour moi, il est important d'abord d'avoir une sorte de prévention opérationnelle. Il y a beaucoup de gens de la société civile, je prends l'exemple de WANEP par exemple, qui ont ce qu'on appelle un système d'alerte précoce, qui ont, disons, défini, élaboré un certain nombre d'indicateurs qui permettent de mesurer dans les localités la possibilité de survenance d'un incident sécuritaire ou d'une situation de violence donnée. Donc je pense qu'il faut renforcer ces outils-là. Et le plus important aussi, quand on a un mécanisme d'alerte précoce, même efficace qui fonctionne, c'est d'avoir un dispositif de réponse
à l'alerte précoce qui soit efficace. C'est-à-dire, quand l'alerte vous dit qu'il y a une situation qui risque de dégénérer, c'est qu'il faut avoir la capacité d'agir sur la menace avant qu'elle ne dégénère. Donc, je pense que c'est important d'activer, de réactiver ces outils d'alerte précoce-là au niveau de la société civile, au niveau des services de l'État. Et le deuxième pan, on va dire, de la prévention, c'est ce que j'appelle la prévention structurelle. Et ça passe par ce que je vous ai expliqué, par l'ensemble des politiques que l'État mène. Avec les frontières, aujourd'hui, on a, depuis quelques années, l'Agence béninoise de gestion intégrée des frontières. Qui apporte une solution intégrée, une solution globale à la problématique des frontières, qui se traduit par une présence de l'État, une présence utile de l'État, une présence bienveillante de l'État, qui rassure les populations, qui apporte des solutions donc à leurs besoins, à leurs attentes. D'accord. La dernière question, c'est les deux volets sur lesquels on peut faire la prévention. La dernière question, c'est une question que vous allez tirer au sort. Comme je dis souvent à nos invités, à l'annonce de leur présence sur le plateau, nous recueillons ça et là quelques questions et nous les compilons. Donc, docteur, vous allez tirer un chiffre au sort dans le bocal qui est juste à côté de vous. Et ça me permettra de savoir quelle est la question que vous avez sur cette émission, l'entretien du dimanche. Allez-y. J'espère que c'est mon jour de chance que j'ai tiré le bon numéro. C'est pas la loterie, mais c'est juste une question. Le numéro 3. Le numéro 3. Oui. Voilà. Sur la question numéro 3, docteur, le téléspectateur ou l'auditeur constate simplement que nos soldats qui sont allés au front et qui ont été abattus ont été enterrés dans l'anonymat total. Il y a même une rumeur qui disait qu'on les avait déjà enterrés depuis, avant de faire les hommages post-mortem et tout ça. Est-ce que ce n'est pas un élément démotivant pour nos forces de l'ordre de savoir qu'on va se faire abattre sans honneur, sans hommage, rien du tout? Non, je pense que non, ils n'ont pas été, comme je vous l'ai dit, j'ai un de mes filleuls qui a péri dans l'un des incidents. Et je sais qu'il y a eu des cérémonies qui ont été organisées. Vous savez, les militaires ont leur tradition, les traditions militaires, qui ont été organisées dans les casernes, des cérémonies présidées par la vice-présidente, avec la présence du ministre de la Défense, de leur frère d'armes, etc. Ils ont voulu une cérémonie militaire et sobre. Donc oui, pas dans l'anonymat. Et je sais qu'il y a un soutien également pour les familles, qui n'est peut-être pas à la hauteur, parce que bon, quand vous perdez un être cher, voilà, vous avez parfois tout perdu. Oui, on a toujours le sentiment que ce qui est fait n'est jamais suffisant. Donc en fait, vous rassurez les uns les autres qu'il y a des hommages, donc les gens peuvent aller se faire tuer. Sur ce plan-là, j'informe. Mais ensuite, je voudrais quand même dire qu'il est important, parce que la nation se construit, la nation, le sentiment national se construit aussi dans ces moments de douleur-là, dans un certain nombre de rituels, de rituels, on va dire, qui ne concernent pas seulement l'institution militaire, mais de rituels qui concernent, on va dire, l'ensemble de la nation. Vous voyez, dans certains pays, un seul soldat qui meurt en opération, c'est des hommages à l'échelle de la nation, avec une certaine gravité, une certaine solennité, et la population est invité à participer à un moment de recueillement, les drapeaux sont mis en berne, etc. Je crois que le choix qui a été fait par la dirigeante béninoise, c'est le choix de ne pas, on va dire, affoler le pays sur la menace, qui fait que bon, les choses se font, mais se font de façon discrète. En même temps, c'est un facteur démotivant, peut-être. Possible. Pour le soldat. C'est un facteur possible, parce qu'il est important qu'on ait des lieux de mémoire aussi, qu'on ait des lieux de souvenir de ces hommes-là qui ont sacrifié leur vie pour nous, pour le pays. Et c'est important qu'on entretienne leur mémoire et qu'on entretienne le souvenir qu'ils ont laissé comme étant des héros qui ont combattu jusqu'au sacrifice suprême. Donc je sais que le gouvernement envisage des projets pour mettre en place donc, des monuments d'une certaine envergure, d'une certaine importance, et des sites aussi qui permettent d'organiser ce recueillement, ce rite républicain de reconnaissance donc à ceux qui ont laissé leur vie pour le pays. Donc oui, nous sommes dans une attente qui est peut-être longue, qui nous met en situation d'impatience de voir ces mesures-là très vite être prises en charge. Pareil pour le statut de pupille de la nation, pour les enfants, les ayants droit de ceux qui ont laissé leur vie dans ces opérations-là. Donc oui, il faut ces réponses-là, ces réponses structurelles pour avoir, on va dire, davantage donc,
de mobilisation, de motivation au niveau donc, de nos personnels des forces de défense et de sécurité qui ont fait le serment de nous défendre, mais qui ne doivent pas être laissés dans l'abandon, qui doivent être pourvus d'un minimum. Est-ce que ce sera votre mot de fin, docteur? Peut-être si je dois ajouter un mot de la fin, c'est d'abord vous remercier de m'avoir invité pour échanger sur ce sujet-là, qui est un sujet de préoccupation, un sujet d'intérêt au Bénin, dans la région, un sujet sur lequel il est important que les citoyens aussi soient informés, sensibilisés, parce qu'ils sont des acteurs de la chaîne de réponse. Et enfin, voilà, espérer que la paix, la sécurité, la stabilité prévalent dans notre région, qui est aujourd'hui largement affectées, dont les dynamiques même économiques positives que nous avons sont annihilées par cette insécurité qui devient chronique à tous égards. Et j'espère que les réponses seront à la hauteur donc, de la menace et que nous continuerons à vivre en paix et en sécurité. C'est à nous de vous remercier, docteur Oswald Padono. Vous l'avez constaté vous-même. Malheureusement, ce sont des sujets qui n'emballent pas les Béninois, alors qu'il s'agit des questions de sécurité, des questions vitales d'ailleurs, parce qu'avant de parler politique, avant de parler sport, avant de parler économie, culture, il faut bien être en sécurité. Et donc nous avons décidé sur cette émission aujourd'hui de vous donner la parole, ce n'est que justice rendue, pour que vous puissiez nous dire exactement quelles sont les menaces terroristes auxquelles notre pays, le Bénin, est malheureusement exposé, quelles sont les réponses que les autorités béninoises apportent à cette menace terroriste. Est-ce que ces réponses sont suffisantes pour apaiser les uns les autres? Vous avez répondu à nos questions. Nous vous remercions pour votre participation à cet entretien. Je rappelle très rapidement que vous êtes docteur Oswald Padono, enseignant-chercheur en sciences politiques et relations internationales. Vous êtes président d'une association, l'association béninoise d'études stratégiques et de sécurité. Vous êtes également membre du réseau d'expertise des Nations Unies sur la réforme du secteur de la sécurité. Nous n'avons pas la prétention d'avoir donné toutes les réponses aux questions des téléspectateurs et des auditeurs. Nous reviendrons chaque fois que de besoin sur ce sujet parce que nous considérons le sujet comme étant très important pour le développement de notre pays. Merci à chacun et à tous. À dimanche prochain, si Dieu le veut, pour un autre numéro de votre émission, L'Entretien du Dimanche.